Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du magazine Programmé. J'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Crozat de Suze. Je vais te laisser te présenter dans quelques secondes. Tout d'abord, le sujet d'aujourd'hui va tourner autour de l'immutable, en fait, de l'immutable Linux de l'OS. Alors, c'est vrai qu'au niveau du code, on a l'habitude, depuis de nombreuses années, d'utiliser le paradigme de l'immutable, notamment dans les valeurs et dans les classes. Il y a eu d'ailleurs des annonces récentes autour de référentiels de code pour intégrer par défaut l'immutabilité des branches de code pour améliorer un petit peu la sécurité. Et on va voir tout de suite avec Frédéric le pourquoi du comment au niveau d'un OS et particulièrement au niveau de Linux, et comment en fait une distrib comme SUSE intègre ce genre d'approche. Frédéric, je te laisse te présenter en quelques mots et on reprend tout de suite après notre échange. Bonjour François, merci de me faire venir dans votre podcast. Donc, je m'appelle Frédéric Crozat, je travaille chez SUSE depuis maintenant plus de 15 ans. Actuellement, je suis architecte produit sur notre nouvelle version de SUSE Linux Enterprise, la version 16 qui va sortir au mois de novembre. Et par le passé, j'ai fait j'ai fait toute ma carrière dans le monde Linux. Je me suis aussi occupé de beaucoup de conteneurs sur Linux et même avant de tout ce qui était release management, donc de faire sortir les produits, que ce soit les produits desktop ou serveurs chez SUSE. D'accord, très très bien. Merci. Donc, le sujet d'aujourd'hui, comme je l'ai dit un petit peu en préambule, c'est l'immutable Linux. Donc, en français, en bon français, on va dire que c'est l'immutable. Alors, on échangeait ensemble avant de démarrer cet entretien sur le terme à utiliser. Alors, est-ce qu'on va utiliser plutôt le terme d'immutable ou d'immuable? En français, on pourrait le traduire par ce terme-là, mais moi, j'hésite vraiment à l'utiliser parce que pour moi, il y a une différence de sémantique entre les deux termes. Alors, est-ce que j'ai faux ou est-ce que j'ai raison? Je te laisse un petit peu nous éclairer dans ce débat. Alors, c'est vrai que c'est pas évident parce que sous ce vocable, on peut mettre différentes choses. Et même dans la façon de faire au niveau des OS Linux, dans ce champ, il y a, on va dire qu'il y a différents degrés d'immutabilité ou d'immuabilité selon ce que décident les différentes distributions. Il y a des distributions qui vont choisir que absolument rien ne puisse être modifié sur le système, ce qui peut les rendre au premier abord, on peut se dire ben c'est super, j'ai quelque chose de. C'est comme une robe, hein, j'ai quelque chose qui ne bougera pas, mais ce qui peut être assez compliqué à l'utilisation au jour le jour, en développement ou en prod. Et puis, il y a des approches qui peuvent être un peu plus flexibles, où il y a une partie de l'OS qui va être immutable, et puis une partie qui va pouvoir bouger ou du moins être modifiable. Et ça, c'est par exemple ce que nous, chez SUSE, on a choisi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une solution et que forcément notre solution est la meilleure. Nous, c'est ce qu'on pense, mais chaque cas d'usage peut aller vers une direction ou l'autre. D'accord. Alors, si effectivement je reprends un petit peu notre analogie au niveau du code, en fait, quand au niveau du code, on fait de l'immutable, que ce soit au niveau valeur ou au niveau des classes, ça signifie quand même que on ne peut pas modifier, mettons, une valeur dans un contexte ou dans plusieurs contextes. Donc en fait, on va entre guillemets sécuriser en fait l'usage de telle valeur provenant
d'une variable ou de telle classe, effectivement, qu'on déclare en immutable. Est-ce qu'on a cette même approche-là quand on est au niveau OS? Et comment ça se traduit dans une distrib comme la tienne? Alors, c'est pas tout à fait, la même approche. On va obtenir un résultat qui va être un peu similaire, mais l'approche est un petit peu différente. L'idée de faire un OS immutable, c'est qu'on veut être capable à n'importe quel moment de pouvoir revenir dans le passé et d'être certain que l'OS ne va pas dévier de sa configuration à un moment donné. Je vais prendre un exemple très simple. Vous avez votre distribution Linux préférée, vous installez une nouvelle version d'un package ou vous faites une mise à jour de sécurité d'un package, et manque de bol, ça explose en plein milieu. Donc là, vous vous retrouvez avec un OS qui est entre deux états. L'état d'avant, où tout marchait bien, vous aviez tous vos packages bien installés, et l'état qui était attendu, qui était, ça y est, j'ai ma nouvelle version de, je ne sais pas, la glibc avec les derniers correctifs de sécurité. Et là, je suis entre les deux. Donc, j'ai un OS qui, est-ce que tout est bon ou pas? Je ne sais pas. Et ça, c'est ce qui arrive dans la majorité des OS Linux. Ce qui peut arriver, c'est s'il y a quelque chose qui explose en plein vol, on n'est pas sûr de l'état du système. Et on n'est même pas forcément capable de revenir en arrière. Donc, l'idée d'avoir une distribution immutable, c'est d'éviter ça. C'est d'être certain qu'on passe d'un état précis à un autre état bien précis et qu'on n'a pas cet entre-deux. Donc, on va dire, on est dans un état bien précis, on veut aller vers un autre état, qui peut être une mise à jour de sécurité, ou même une mise à jour de l'OS, ou installer de nouveaux logiciels. Et on va faire une bascule vers ce nouvel état. Et entre les deux, on fait en sorte que l'OS soit immutable, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. On ne peut pas aller, même si on est root, on ne peut pas aller tripatouiller dans tous les sens, faire des modifs, ce qui permet de sécuriser l'OS. Mais on va dire que la sécurisation de l'OS, si on parle au niveau vraiment sécurité de quelqu'un qui accède de façon non autorisée à la distribution installée et veut installer des choses dessus, là, il ne va pas pouvoir, mais je vais dire, c'est presque un effet de bord positif, mais un effet de bord qui n'est pas la raison initiale de cette implémentation, qui est on était dans un état précis, on va aller dans un autre état précis, entre les deux, on ne touche à rien, on ne peut rien toucher. Est-ce que cela, alors je vais me faire un petit peu mal avocat du diable, comme on dit souvent, c'est comment ça se passe quand on doit faire du versionning de dépendance? Alors, en fait, la façon, alors là je vais parler plutôt de la façon dont nous on a implémenté tout ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur la version d'après de l'OS ou du déploiement. Donc, on travaille sur ce qu'on appelle une transaction. Et dans cette transaction, on fait toutes les modifs qu'on a à faire. Donc, si on veut installer une nouvelle version de je ne sais pas quel package, on installe la nouvelle version avec les dépendances qui vont bien, etc. Et une fois que la transaction est terminée, là, on va basculer l'OS sur cette nouvelle version, cette nouvelle transaction. Et si la transaction s'est mal passée, mon exemple de tout à l'heure, j'ai installé une mise à jour de la glibc et ça a explosé en plein vol, la transaction, elle ne va pas se terminer. Donc, on la drop, on la jette, et on ne va jamais passer sur cette nouvelle transaction. Donc, ça nous permet, c'est pour tous ceux qui ont déjà fait de la base de données, c'est exactement ce qu'on peut avoir avec une base de données où si ma transaction n'est pas bonne, il n'y a rien qui s'est écrit. Là, c'est exactement la même chose, mais au niveau de l'OS. Donc, on travaille sur une copie de l'OS, on fait nos modifs. Si les modifs passent bien, on passe dessus. Et on peut même rajouter des vérifications pour vérifier que est-ce que cette nouvelle version fonctionne bien. Et si ça fonctionne bien, on continue. Si ça ne fonctionne pas, on revient en arrière et on repasse à la version d'avant.
Oui, Pour des développeurs, moi mm. je trouve que c'est génial parce qu'en fait, c'est l'équivalent d'avoir un système de versionning, mais au niveau de l'OS. Oui, en fait, c'est une sorte de time machine, quoi. Exactement. Ouais, Oui, c'est oui, ça. pardon. Mm. Donc, en fait, dans le cas de SUSE, on n'est pas dans du read-only comme on peut l'avoir dans d'autres approches avec d'autres distribs. Alors, si, on a une version, on a un mix, en fait. On fait un hybride. Il y a une partie de l'OS qui est read-only. Alors, attention, je veux préciser une chose, quand tu as dit SUSE, c'est juste pour les. On a une partie de notre distribution qui sont immutables. Mm. Donc, c'est SUSE Linux Micro ou dans les versions communautaires OpenSUSE Mm. MicroOS ou OpenSUSE Lip Micro. Donc, ça, c'est les versions communautaires. Donc, ça, c'est des Mm. versions immutables. Mhm. Et il y a la version classique, on va dire, ou traditionnelle, donc SLES, SUSE Linux Enterprise Server, Mhm. ou OpenSUSE Leap, pour les versions OpenSUSE ou Mm. OpenSUSE Tumbleweed. Là, c'est des versions traditionnelles qui ne sont pas immutables. D'accord. Donc, juste pour préciser, donc c'était ça. Et donc, pour les versions immutables, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait un mix. Une partie de l'OS est read-only, donc en écriture seule, donc qui est gérée par des transactions. Et il y a une partie de l'OS qui est en lecture-écriture pour simplement pour que ça soit plus facile à utiliser au jour le jour. Mhm. C'est un peu le. Déjà qu'on fait cette bascule de passer sur un OS immutable, il y a des petites choses à changer dans la façon dont on travaille avec l'OS. Mais les choix qui ont été faits quand on a travaillé sur ce concept-là initialement, et c'était il y a presque 10 ans pour les premières versions, on a fait un choix d'être dans un mode hybride, justement, parce que si on fait tout en immutable, Mm. ça devient très difficile, ça devient Ouais. plus compliqué à utiliser. Ouais. Mm. Est-ce que ça complexifie le travail de l'admin ou même un petit peu au quotidien du, du simple utilisateur? Alors, un tout petit peu, mais honnêtement, je vais dire que les gains qu'on en a surpassent amplement les petits inconvénients que ça apporte. Je m'explique. On est certain d'avoir un OS qui est toujours fonctionnel. Et on peut toujours revenir en arrière. Donc ça déjà, Mm. enfin, une fois qu'on a goûté à ça, franchement, c'est difficile de revenir en arrière. L'inconvénient qu'on a avec un OS immuable, ou immutable, pardon, ma langue va fourcher très souvent, c'est que c'est cette bascule de quand on veut passer sur la nouvelle version ou avec les modifs, la façon dont on fonctionne, nous, c'est qu'il faut redémarrer le système. On est en train d'expérimenter, de pouvoir redémarrer une partie de l'OS, mais pas la totalité. Mais c'est encore un petit peu expérimental, donc ça, on ne l'active pas partout. Mais ça veut dire qu'il faut redémarrer. Et Oui, donc ça, donc en fait, moi, je fais pas ça à chaud, quoi. on ne fait pas ça à chaud. Alors, après, l'idée aussi d'avoir, quand on a des OS comme ça, Mm. c'est de ne pas tout mettre dans l'OS. C'est-à-dire, on va essayer de mettre le maximum d'applicatifs dans des conteneurs. Parce que les conteneurs, eux, ils ne sont pas immuables. Les conteneurs, on va pouvoir les redémarrer comme on veut. Mm. Donc, l'idée vraiment de ces OS-là, c'est d'avoir le moins de choses possible dans l'OS pour avoir un OS qui soit le plus stable possible et le plus petit possible. Et comme il est petit, Ouais, déjà, il n'y a d'accord. pas beaucoup de mises à jour de sécurité, etc. La couverture de tout ce qu'il y a à corriger est plus petite. Et par contre, les charges de travail, désolé, les workloads qu'on va faire tourner dessus, ça va être soit des conteneurs, soit des VM, ou on peut aussi mettre des applicatifs. Mais si on met des applicatifs, et s'il y a besoin de les mettre à jour, là, il faudra redémarrer l'OS. Ouais. Donc, c'est. Voilà. D'accord. Oui, en fait, moi, ça me rappelle
certaines archis que l'on trouve dans des IoT, quand on a des firmware effectivement intégrés en basse couche, avec des enclaves, et notamment des enclaves par conteneur Exactement, à l'intérieur. exactement. C'est exactement l'idée. Après, on a même, alors ça c'est la partie communautaire, on a même des versions desktop de immuables. On a une version qui est un peu plus GNOME que moi j'utilise. Là, en fait, notre discussion, là, je suis sur mon portable qui est dans un OS immuable en version desktop, où là, c'est pareil, il y a juste le desktop minimum qui est immuable. Tous les applicatifs, c'est dans des conteneurs. Donc, comme ça, je peux les mettre à jour sans problème, mais l'OS en lui-même est très petit par rapport à, je n'ai pas installé la totalité de mes applications graphiques dans l'OS. Est-ce que quand on a ce type d'approche au niveau OS, il y a des contraintes particulières au niveau du noyau Linux? Pas du tout. Alors là, la contrainte en fait qu'on a, mais c'est une contrainte d'implémentation, c'est que on utilise des fonctionnalités non pas du noyau spécifique, mais on utilise des fonctionnalités de notre d'un système de fichiers en particulier qui est ButterFS ou BTRFS selon comment vous prononcez, qui permet de faire du snapshot, donc des instantanés, des clichés de la hiérarchie de fichiers, pardon. Désolé, mais comme je travaille au quotidien en anglais, j'ai tendance à partir beaucoup en anglais, donc je me force à parler français. Et donc là, on a la possibilité de faire des instantanés d'une partie du système de fichiers, de les mettre en lecture seule, donc ils ne peuvent pas être modifiés, et une autre partie du système de fichiers, on peut les mettre en lecture-écriture, et on combine tout ça avec un système de version, et en combinant tout ça, ça nous permet d'avoir un OS immutable, mais qui est quand même utilisable, c'est-à-dire il y a une partie du système de fichiers qui est en lecture-écriture. Donc, mes données en tant qu'utilisateur, elles sont en lecture-écriture. Les données de configuration, elles sont en lecture-écriture, mais on en fait quand même une copie dans le temps pour être capable de revenir en arrière, etc. D'accord. Alors, j'ai deux questions par rapport à ce qui a été dit. Est-ce que globalement, ça réduit la surface d'attaque potentielle et donc, in fine, la sécurité de l'ensemble? Ça, c'est la question 1. Et la question 0 ou 2, c'est comme tu veux. Est-ce que c'est applicable, alors tu parlais effectivement du système du fichier, est-ce que c'est applicable à tous les file systems ou est-ce qu'il faut un file system spécifique ou plus approprié qu'un autre que l'on doit utiliser? Alors, d'abord sur le file system, la façon dont nous, on l'a implémenté chez SUSE, on utilise les fonctionnalités de BTRFS. Donc, notre implémentation, elle se base là-dessus. Et ce mode hybride fait qu'on peut le faire qu'avec BTRFS. Peut-être ça serait faisable sous Linux avec ZFS, mais je ne suis pas un spécialiste et ZFS ne faisant pas partie du noyau Linux upstream, bon, c'est un peu plus compliqué. Il y a d'autres distributions Linux qui utilisent d'autres solutions. La plupart du temps, elles ne font pas ça au niveau du système de fichiers. Elles sont obligées de faire ça à une couche au-dessus avec des outils et par-dessus le système de fichiers. Nous, on l'a vraiment intégré dans le système de fichiers. Donc, on peut faire ça potentiellement avec du LVM, du Linux Volume Management, mais ça ne va pas être aussi granulaire. Donc, voilà. Donc, et une chose que j'ai oubliée, c'est que en faisant ça avec BTRFS, on bénéficie de beaucoup de déduplication. Donc, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de 28 fois, si j'ai 28 versions de mon OS, je n'ai pas besoin de 28 fois la taille de mon OS. Il y a de la déduplication automatique. Donc, ça ne coûte rien de faire des instantanés. Oui. Pour revenir à en fait, on est bien d'accord que le file system, c'est vraiment un des points
les plus critiques que l'on peut avoir quand on a de l'immutable au niveau OS. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Ça, je suis tout à fait d'accord. Oui, et quand tu disais ça, effectivement, je regarde un petit peu les docs parce que je suis pas forcément habitué à ce file system précis. L'immutable au niveau de ce file system est par défaut, ainsi Alors, que la gestion des snapshots. ça fait partie du file system, mais ce Mm. n'est pas forcément par défaut. D'accord. Nous, on utilise ce file system sur tous nos OS, qu'ils soient immutables ou autres, par défaut. Donc après, les clients Mm. sur les OS traditionnels peuvent changer. Vous pouvez utiliser XFS, Mm. Extremity 4, ça, c'est pas un problème. Nous, on l'utilise parce que sur tous nos OS, parce qu'on veut les fonctionnalités de snapshotting, on veut les Mm. fonctionnalités d'instantané, et ça, c'est pas obligé ça rend pas forcément l'OS immuable. Par contre, quand on fait un instantané, en général, on le marque en lecture seule, parce que si Mm. on fait comme avec Time Machine, c'est Oui. bien d'avoir un cliché, mais c'est bien d'être certain que le cliché ne va pas bouger. Ouais. Mm. Voilà. D'accord. D'accord. Et c'est chiffré par défaut ou pas? Non, Non. c'est pas chiffré par défaut, ça va se faire en dessous, en fait. D'accord. Mm. On peut faire un chiffrage, et par-dessus, en fait, on va mettre Mm. le BTRFS. Mm. Et je présume qu'il germe à la sensibilité, à la sensibilité, effectivement, à la case. À la casse. Oui, oui, oui. Oui, Alors ça, d'accord. Ouais. on est sous Linux, donc Ouais. sous Linux, oui. D'accord. Ça, Alors, c'est bon. Et ah, petit rajout aussi, l'OS vérifie l'intégrité des données, pas juste des métadonnées. Donc, oui. on Mm. est certain que ce qui est stocké, en fait, il y a des Mm. sommes de contrôle pour tout. Mm. Et il prend des points de comparaison ou pas? Ça fait partie du snapshotting. Donc, ça fait D'accord. partie des instantanés. Ouais. D'accord. Oui, parce qu'on peut très bien avoir une corruption de données à un moment donné ou de l'injection de données malveillantes qui Oui, viennent et la comparaison, elle permet effectivement d'avoir un état immédiat. oui, tout à fait. C'est un peu ça l'idée, hein. Oui, 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 oui. Ouais. Alors, la question bonus, c'était la sécurité. Alors, est-ce que tout ça, ça améliore de facto la surface de sécurité, donc ça va réduire en fait à les surfaces d'attaque, ou est-ce que c'est juste un plus produit? Je vais dire que la combinaison de tout ça, ça peut améliorer, on va dire réduire la surface d'attaque, hein, parce que améliorer, on peut le voir dans les deux sens. Alors, ça peut réduire la surface d'attaque. Ça peut réduire, tout bêtement, parce qu'on met moins de choses dans l'OS en Mm, lui-même. Donc déjà, que ce que je disais, on a moins de vulnérabilité potentielle si grosso modo on a un noyau, système D, la glibc et un système pour lancer des conteneurs, bon, forcément, on a moins de choses qui peuvent être vulnérables. mm, Ensuite, donc moins de choses. Ensuite, c'est en lecture seule, par défaut. L'OS en lui-même, tous ces binaires sont en lecture seule. Donc déjà, quelqu'un qui arrive à rentrer avec une faille de sécurité ou avec un mot de passe, etc., qui arrive à rentrer, déjà, ça va être très compliqué d'aller modifier l'OS en lui-même, parce que pour le modifier, il va falloir faire une nouvelle transaction, redémarrer l'OS. Ça va quand même se voir un petit peu. mm, Donc, il y a tout ça qui se rajoute mm. euh, pour, encore une fois, améliorer la sécurité, mais c'est pas la raison première Mm, de ces OS-là. mm. D'accord. Alors, tu parlais effectivement un petit peu du file system, mais des couches, mais du noyau, etc. Moi, ça m'évoque deux autres points qui peut être sensibles. C'est au niveau du Secure Boot, le fameux, voilà, qui est censé être géré par le noyau, a priori. Et on a tout ce qui est le boot d'amorçage, hein, donc qu'on appelait avant le bootstrap ou plus communément le firmware.
Est-ce que c'est des problématiques qu'il faut prendre en compte quand on a un OS effectivement dit fixé comme ça, ou est-ce que c'est pas de votre ressort? Alors, je veux dire, c'est de notre ressort parce que SUSE a été aussi l'un des premiers à bosser sur Secure Boot. Il se trouve que je faisais partie de l'équipe qui a aidé à gérer ça chez SUSE. Donc, Secure Boot, sous Linux, c'est un petit peu plus compliqué que sous Windows. Il faut que on soit capable de signer le système de démarrage à partir du firmware, donc en UEFI, qui là contient des clés. Et puis après, il faut que le bootloader, puis après le kernel, puis le reste soit signé. Et donc, la façon de faire, c'est sous Linux, on a un petit exécutable qui est signé par l'autorité de certification Secure Boot, qui se trouve être Microsoft. Donc, c'est signé et ce petit bout-là, il contient les clés pour le reste. Et ces clés-là, ça va être, dans notre cas, des clés faites par SUSE. Et nous, on signe le bootloader, donc Grub, chez SUSE. Et ensuite, le bootloader va vérifier que le reste est signé par défaut par une clé SUSE, donc le kernel, le noyau et la suite. On va faire vérifier aussi qu'on ne peut pas charger des modules kernel, des pilotes qui n'ont pas été signés, etc. On autorise les utilisateurs à rajouter des clés supplémentaires s'ils le désirent. Donc, on n'est pas non plus complètement fermé. Mais on va dire que c'est une protection qui est indépendante ou orthogonale, si je puis dire, avec l'immutabilité. On ne fait pas de liaison forte entre l'immutabilité et le Secure Boot. Simplement, si y a quelque chose qui casse au niveau du Secure Boot, donc si quelqu'un s'amuse à changer le kernel, etc., ça ne va pas passer. Donc, on ne pourra pas passer sur l'OS immutable. D'accord. Voilà, ça, c'est la différence. Après, il y a une couche qui peut être supplémentaire, qui est ce qu'on appelle le chiffrage total, où là, en fait, et ça, c'est des fonctionnalités qu'on a commencé à intégrer, où là, en fait, on chiffre la totalité du disque. On chiffre ça, en général, avec... on stocke dans une enclave sécurisée sur le PC, dans l'enclave TPM, on stocke des clés de hachage et on vérifie automatiquement qu'au démarrage, rien n'a été modifié. Donc, là, on signe, on vérifie que le kernel n'a pas été modifié, le grub n'a pas été modifié, etc. Et à ce moment-là, on déchiffre automatiquement le file system. Et là, après, on peut être immuable. Mais ce sont, on va dire, on travaille sur ces différentes couches. En sécurité, je crois ils appellent ça c'est des couches de gruyère. C'est selon comment vous les mettez les unes. Je ne suis pas spécialiste. Selon comment vous les mettez, en fait, les trous des gruyères ne sont pas alignés. Donc, on peut bloquer pas mal de choses comme ça. Très très bien. Je pense qu'on a fait déjà un bon petit tour de l'immutable Linux. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu éclairé. Si on veut en savoir plus, il y a toutes les informations sur les sites. Oui, bien sûr. Donc, si vous voulez, donc il y a les versions entreprises, donc SUSE Linux Micro, que vous pouvez télécharger et essayer. Vous avez les versions communautaires OpenSUSE, Lip Micro et OpenSUSE MicroOS. La petite différence, juste pour donner l'indication, OpenSUSE MicroOS c'est basé sur notre distribution communautaire qui est en rolling release. Donc, c'est mis à jour tout le temps avec les dernières versions de tout. Vous avez le dernier kernel, les dernières versions de toute la stack Linux. La version
LIP, en fait, elle suit plus particulièrement, on va dire, c'est le dérivé communautaire, la version entreprise. Donc là, c'est un peu moins à jour au niveau des versions, mais par contre, ça correspond au code entreprise. Donc c'est un peu plus, j'aime pas dire c'est pas plus stable, mais on va dire que ça avance moins vite et on a tous les correctifs des versions entreprises. Très très bien. En tout cas, un grand merci à toi d'avoir échangé sur ce sujet-là qui me semblait quand même assez important d'aborder. Donc, n'hésitez pas à consulter les sites, à consulter un petit peu toutes les docs que l'on peut trouver autour de ces OS dits effectivement immutables. Si vous ne les utilisez pas encore au niveau du code, je vous invite à regarder les docs de votre langage, évidemment. Voilà, un grand merci à toi et vous retrouverez tout naturellement toutes nos vidéos et tous nos podcasts sur programmer.com, sur notre chaîne YouTube et sur votre liste de podcasts favorites. Merci à toi Frédéric et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir. Au revoir.